salarié, toute sa vie, il faudra qu'il se bagarre. On est obligé. Si on le fait pas, qui fait qu'il le fera pour nous? Quel moyen que nous avons, nous, ouvriers, pour lutter contre le patron? C'est la grève. La grève, pour moi, c'est la seule arme. C'est la seule arme. Voici la grande manifestation des mineurs respectés. Le gouvernement nous fait le chantage de la femme. Soyez solidaires. Nous voulons aujourd'hui régler les comptes en fer avec le patronat et les salariés. Nous exprimons depuis 10 ans, nous sommes toujours écartés de La nature et l'identité du syndicalisme français se forgent dans la douleur. Les dispositions prises au cours de la Révolution française, à l'encontre des premières associations ouvrières, vont profondément marquer l'avenir du mouvement syndical jusqu'à nos jours. En 1791, en juin 1791, les constituants décident, à l'initiative d'un certain Guy Isaac Le Chapelier, de voter une loi qui interdit toute forme d'organisation pour le monde du travail. Alors, ce monde du travail était évidemment très minoritaire dans la France de l'ancien, dans la France qui sortait de l'ancien régime, qui était à 85% agricole. La loi Le Chapelier décide de mettre fin à tout ce type d'association au nom de la conception qui veut que, entre l'État et l'individu, il n'y a rien, qu'au nom de la liberté, il n'y a plus de corps intermédiaire dans l'État. Ça va interdire toute forme d'association pour le monde du travail qui, désormais, n'aura que des formes plus ou moins clandestines ou à la limite de la clandestinité. Pour se protéger et se défendre contre les aléas du monde du travail, différentes corporations mettent en place des sociétés de secours mutuels tolérées par l'État. Eh bien, elles prennent en charge un minimum de besoins sociaux, très différents de beaucoup plus fragiles que ceux que nous connaissons aujourd'hui. Ces besoins sociaux, c'est essentiellement la prise en charge de la maladie et l'organisation des obsèques. On parle très peu des retraites, c'est une idée, une notion qui va se développer peu à peu au début du XIXe siècle. Ces sociétés ouvrières habituent les ouvriers au fonctionnement d'une organisation par le versement d'une cotisation ou la tenue de réunions. À mesure que les conditions économiques se dégradent, les grèves, les bris de machines et les émeutes de subsistance se succèdent, et les sociétés de secours mutuels vont peu à peu servir de base à l'action de résistance. Face au développement massif et inéluctable de la classe ouvrière, et grâce à l'arrivée des républicains modérés au pouvoir, l'État se décide enfin à légiférer en faveur du monde du travail. Le 21 mars 1884, 60 ans après l'Angleterre, 15 ans après l'Allemagne, une loi abroge enfin la loi Le Chapelier et légalise les syndicats. À cette époque, les adhérents aux syndicats, organisés par corporation, sont encore peu nombreux. Malgré la création de la Fédération nationale des syndicats, beaucoup se réunissent encore dans de simples ateliers d'artisans. En 1887, l'État crée la première bourse du travail à Paris. Elle est conçue comme un marché du travail et un lieu où les chambres syndicales peuvent enfin s'installer et organiser leurs revendications. Le fonctionnement interne des bourses du travail se distingue alors nettement de celui des fédérations de syndicats. Il s'agit de regrouper tous les salariés, tous les ouvriers d'un même lieu, d'une ville par exemple, ou d'une circonscription plus large, plus tard ça aura été le département, mais surtout la ville. C'est-à-dire tous les ouvriers d'une ville. Et alors là, il n'est pas question de se raconter des histoires de chimistes ou de métallos. Il s'agit de se raconter des histoires de l'ensemble des ouvriers. Donc vous voyez bien que la forme bourse du travail conduit à des actions plus unitaires, plus ambitieuses, puisque on ne peut pas simplement se battre sur des petites affaires professionnelles. Il faut se battre sur des grands sujets
qui permettent de mobiliser l'ensemble des salariés, quelle que soit leur branche professionnelle. Les militants, encore peu nombreux, ne veulent plus d'un affrontement entre la Fédération nationale des syndicats et celle des bourses du travail. Sous leur impulsion, un premier rapprochement est engagé qui aboutit en 1895 à la création de la CGT. Au sein de la CGT, une opposition de fait divise toujours la tendance réformiste au courant révolutionnaire, développée par Fernand Pelloutier à la fin du XIXe siècle. Les anarcho-syndicalistes s'affirment au détriment des réformistes, renforçant ainsi la méfiance de la CGT à l'égard de l'État et la nécessité d'imposer le principe de la grève générale. La charte d'Amiens en 1906 confirme la voie choisie par la CGT, celle d'un syndicalisme révolutionnaire marqué par la lutte des classes, l'indépendance politique, l'expropriation des capitalistes et la grève générale. Cette stratégie proprement française creuse un fossé avec les syndicats des pays voisins. Le syndicalisme français à la veille de la guerre ne dépasse pas les 8%, quand l'Angleterre ou l'Allemagne connaissent des taux de syndicalisation 3 fois plus élevés. Les lois sociales établies par l'État à la fin du XIXe siècle commencent à se faire ressentir sur le terrain, et les syndicats de profession obtiennent des résultats de plus en plus significatifs. Le professionnel a triomphé en France comme ailleurs parce que c'était le syndicalisme qui payait, c'était le syndicalisme qui visait des améliorations réelles. Alors que le syndicalisme des bourses du travail était un peu voué à des actions généralistes tendant à globaliser les problèmes jusqu'à la révolution, jusqu'à la grève générale. La Première Guerre mondiale fait voler en éclats l'équilibre fragile du syndicalisme français. Mais si l'ampleur des mobilisations a vidé les syndicats de leurs forces vives, la vie à l'arrière est de plus en plus difficile et les grèves réapparaissent dès 1916. L'hécatombe de la guerre, les mutineries dans l'armée et surtout la révolution russe de 1917 incitent la classe ouvrière à une protestation de plus en plus vigoureuse. Au lendemain de la guerre, les adhésions syndicales se font par dizaines de milliers, mais l'état d'esprit des syndicats a changé. Sur le plan strictement français, il y a une chose que les uns et les autres ont compris, c'est la puissance de l'État. Donc de ce point de vue, autant la CGT d'avant 14 voulant découdre avec l'État, autant la CGT confédérée à partir de 1920-21 veut négocier avec l'État dans le cadre d'une politique de présence. Par ailleurs, le deuxième élément, c'est évidemment l'arrivée du communisme, l'existence du communisme, un élément tout à fait nouveau. Je dirais dans une certaine mesure qu'il y a presque une captation d'héritage par le communisme d'un certain état d'esprit syndicaliste révolutionnaire, par le fait que les choses, les résultats, les acquis sociaux doivent être obtenus de haute lutte. Au sein de la CGT, les rapports se radicalisent entre les minoritaires à tendance communiste et les majoritaires à tendance socialiste. La direction procède alors à des exclusions massives des opposants communistes qui fondent en 1922 une nouvelle centrale, la CGTU. L'affrontement idéologique qui les oppose va contribuer à diviser le monde syndical pendant plus de 50 ans, entre ceux qui acceptent l'influence du Parti communiste et ceux qui luttent pour l'indépendance absolue des syndicats à l'égard des partis. Dans le même temps, les syndicats se multiplient. Le syndicat chrétien CFTC en 1919 et les organisations de fonctionnaires, enfin reconnues en 1924. La crise de 1929 se répercute en France dans les années 30. La longue foule des chômeurs s'étire le long des routes et dans les villes. Par les marches de la faim, ils exigent l'ouverture d'un fonds de chômage.
et proteste contre les 500 décrets-lois de Laval, instaurant la répression gouvernementale et anti-ouvrière. En 1934, les salaires ont baissé de plus de 30% depuis 1930, et le nombre des chômeurs approche de 500 000. Ils réclament du travail et du pain. Dans toute l'Europe, le fascisme gagne du terrain. En France, le 6 février 1934, une manifestation d'extrême droite soulève l'indignation des syndicats qui décident, pour la première fois, de réagir ensemble. Le 9, à l'appel de la CGTU et du Parti communiste, la classe ouvrière unie tient le pavé de Paris toute la nuit. Et le 12, c'est la grève générale. Les cortèges de la CGT et de la CGTU se rencontrent. Ce mélange ne forme plus qu'un seul grand cortège. Nous avions retrouvé l'Union des travailleurs sapée 13 ans plus tôt. Grâce à elle, en février 1934, nous avons barré la route au fascisme. Quelques mois plus tard, la CGT et la CGTU se réunifient et les partis de gauche du Front populaire remportent les élections de 1936. La classe ouvrière prend alors conscience de sa force et se lance dans des grèves qui vont s'étendre à la France entière. Les occupations d'usines, eh bien, le mouvement ouvrier entend lui donner cette dimension festive et qui, je crois, doit être prise au sens fort, au sens de cette appropriation du temps et donc de cette appropriation de sa vie. L'ampleur sans précédent des grèves et des occupations d'usines aboutit le 8 juin 1936 aux accords de Matignon entre la CGT, le patronat et l'État. Vous prendrez l'engagement d'appliquer scrupuleusement la semaine de 40 heures, avec le même salaire que pour 48 heures, les congés payés, l'institution des délégués du personnel, les conventions collectives. Le succès des grèves de 1936 entraîne une croissance exceptionnelle des effectifs syndicaux et des revenus de la CGT. Pour la première fois, le syndicat peut offrir à ses adhérents toute une série de services sociaux. Afin de donner la possibilité à de nombreux chômeurs de rentrer dans la production et développer leur qualification professionnelle, une école a été créée par le syndicat. 134 ouvriers sur machine, 266 ajusteurs ont été rééduqués et placés. La caisse primaire démontre que les assurances sociales peuvent être fort bien gérées par les ouvriers eux-mêmes. « 1936 marque le début du syndicalisme de masse en France. Le souvenir de ces grèves restera longtemps inscrit dans l'histoire collective du mouvement ouvrier français. Au lendemain des victoires du Front populaire en 1936, l'avenir semble radieux. Pourtant, très vite, le gouvernement de Léon Blum chute et en 1938, les décrets-lois Daladier remettent en cause les 40 heures. En riposte, la CGT lance une grève générale le 30 novembre 1938, qui débouche sur un échec retentissant. Le mouvement syndical se lézarde et les tensions internationales confirment la crise. Après la signature du pacte germano-soviétique qu'ils approuvent, les communistes sont exclus de la CGT. Peu de temps après, la guerre éclate. Le 16 août 1940, les confédérations sont dissoutes par un décret vichysois et de nouveau, les syndicats entrent en clandestinité, mais aussi dans la résistance. En 1943, les anciens de la CGTU et de la CGT, fortement impliqués dans la résistance, décident la réunification syndicale dans une nouvelle CGT clandestine. Elle retrouve vite son efficacité dans l'action. De nombreuses grèves sont organisées et au lendemain du débarquement allié, la CGT et la CFTC clandestine donnent en commun le 18 août 1944
l'ordre de grève pour la libération de Paris. Au lendemain de la guerre, les confédérations syndicales sont rétablies et occupent désormais une place plus importante qu'avant le conflit, à la mesure de leur participation à la résistance. En pleine période de reconstruction du pays, auquel le mouvement syndical participe pleinement, les revendications se concentrent sur la lutte pour l'amélioration du pouvoir d'achat et l'établissement de nouveaux cadres économiques. La pression des syndicalistes permet ainsi de rétablir ou d'obtenir des transformations fondamentales. Le droit de se syndiquer reconnu pour tous, le droit de grève, la mise en place des délégués du personnel, la création des comités d'entreprise, des nationalisations en série et enfin l'établissement de la sécurité sociale. Le plan Marshall servira de prétexte pour réveiller les clivages d'avant-guerre au sein de la CGT. La majorité, sous influence directe du Parti communiste, rejette le plan Marshall et se heurte à l'opposition des minoritaires, qui défendent l'indépendance du syndicat à l'égard des partis. En 1948, les minoritaires quittent la CGT et fondent la CGT Force ouvrière. La scission demeure durable entre communistes, communisants, non-communistes ou anti-communistes. C'est une fracture qui dure très longtemps et qui empêche par exemple au niveau national les militants Force ouvrière de pratiquer avec la CGT l'unité d'action. Seule la Fédération de l'éducation nationale, la FEN, se distingue par son refus de la division. Elle vote l'autonomie syndicale et conserve en son sein différents courants idéologiques. Malgré des avancées décisives, comme la création des ACDIC et de l'UNEDIC, de nombreuses corporations luttent pour l'amélioration de leurs conditions de vie, en particulier celles des mineurs, en 1963. Peu après le succès de la grève générale, la CFTC, qui a pris une part importante dans le mouvement des mineurs, s'engage dans une transformation historique. Une large partie de ses adhérents ne souhaite plus faire référence à la doctrine chrétienne. En 1964, un nouveau syndicat voit ainsi le jour, la CFDT, dont l'objectif est de devenir plus autonome, plus moderne et plus puissant. En mai 1968, les étudiants se révoltent. La répression policière du mouvement étudiant provoque l'indignation de la CGT, de la CFDT et de la FEN, qui organisent ensemble une manifestation de solidarité le 13 mai 1968. La manifestation du 13 mai marque le point de départ d'un mouvement de grève illimité et inattendu. Les étudiants occupent les universités et toutes les catégories socio-professionnelles font de même dans les usines, les bureaux et les entreprises. Les grèves de 1968 aboutissent aux accords de Grenelle. 29 heures durant, quasiment ininterrompues, nous avons livré bataille, pied à pied, dans des conditions difficiles, face à un adversaire tenace, intransigeant, mais tout de même suffisamment ébranlé par la guerre générale pour que nous ayons pu imposer des concessions. Aux accords de Grenelle, ils obtiennent pour l'essentiel tout ce qu'ils avaient revendiqué durant les années précédentes. Ils obtiennent une augmentation considérable du SMIC, un tiers, une augmentation de 10% des salaires réels, des orientations en faveur de la diminution du temps de travail, et puis ils obtiennent la promesse d'une reconnaissance de la section syndicale d'entreprise par la loi. La crise pétrolière confirme la fin du développement économique ininterrompu des 30 Glorieuses.
désindustrialisation, baisse du pouvoir d'achat, montée du chômage, remise en cause de la protection sociale, toutes les catégories socio-économiques sont touchées. Dès lors, le syndicalisme français va connaître une crise sans précédent, dont les répercussions, aujourd'hui encore, n'ont pas fini d'ébranler le monde du travail. En 1988, une scission de la CFDT donne lieu à l'émergence de Sud-PTT. De nouveaux syndicats Sud apparaissent en 1993, puis se regroupent en 1995 en une seule organisation syndicale, Solidaire.